On va parler de la sécurité des données évolutives avec Simon Vidog et Xavier Daspre. Xavier, Simon, parfait, de la société Proofpoint. Merci messieurs, à vous de jouer. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, nous travaillons pour la société Proofpoint. On va vous parler de la sécurité des données évolutives sans S, puisque c'est la sécurité qui va évoluer autour justement du mouvement des données. Donc je suis Xavier Das, je m'occupe de l'équipe technique France pour Proofpoint et je serai accompagné de Simon qui travaille en avant-vente aussi sur nos clients français. Donc avant, pour nous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas Proofpoint, on travaille sur la protection de la sécurité, on va dire la sécurité des données autour de l'humain. Donc ça veut dire quoi autour de l'humain? C'est-à-dire que renforcer cette sécurité, c'est rendre l'humain au cœur de cette protection. Donc le Gartner nous a un peu rejoint l'année dernière en précisant justement que les RSSI, vous deviez vous pencher sur 3 sujets. Le premier, c'est Human Centric Security, dont je viens vous parler. Le deuxième, c'est adapter sur des modèles numériques vos infras. Et le troisième, qu'on va aussi évoquer tout à l'heure, c'est savoir vous pencher sur la sécurité qui est liée à l'intelligence artificielle et l'usage qu'on en fait en entreprise. Donc ça sera un cas d'usage qu'on va évoquer tout à l'heure. Donc notre plateforme, en fait, elle est centrée autour de cet humain. Je vous le disais, notre métier historique, il passe par le premier canal d'attaque aujourd'hui qui est l'email. Donc vous protégez autour de ça. Le deuxième, c'est justement rendre cet humain plus résilient face à ces attaques. Donc c'est le sensibiliser. Donc c'est un outil qui est intégré dans la plateforme et qui permet de boucler sur l'information des utilisateurs sur comment ils ont suivi cette formation et pourquoi ils sont plus attaqués et comment ils peuvent être plus résilients sur ces attaques. Et puis, au-delà de la partie gouvernance, data sécurité, on va vous parler un petit peu plus justement de cette protection contre la fuite des données. Donc ce domaine, on le pratique depuis quelques années. On est un petit peu plus connu sur d'autres clients en Europe et aux États-Unis, mais juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, nos solutions de protection de données protègent 46 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire que c'est des utilisateurs qui ont un agent déployé ou qui passent au travers de ces produits pour protéger contre les données, contre les fuites de données. Deuxième chose, le Gartner aussi, depuis pas mal d'années, demande à vous, responsables sécurité, quel est votre outil préféré pour la protection contre la fuite de données. Et donc cette année encore, vous avez plébiscité Proofpoint sur ce domaine. Comment on réalise cette protection de données? Déjà, on va demander à qui on s'attaque. Donc je vous ai remis les usual suspects en bas. En fait, les données ne fuitent pas toutes seules. Comment elles fuitent? On a 3 types de personnages qu'on va retrouver dans systématiquement 100% des cas. Le premier, c'est l'utilisateur malicieux. On va avoir un exemple tout à l'heure avec Simon. C'est celui qui intentionnellement veut faire sortir des données. Le deuxième, c'est l'utilisateur négligent. C'est pareil, on verra un cas d'usage tout à l'heure. C'est je mets des partages un petit peu plus larges, j'envoie à la mauvaise personne, etc. Et le dernier, compromise, c'est l'utilisateur compromis. Donc ça, c'est celui qui va finalement faire une fuite de données à l'insu de son plein gré, c'est-à-dire qu'il ne le sait pas. Le compte est compromis, son poste est compromis, et donc il y a des données qui sortent à travers son poste. Donc les mécanismes, ils sont détaillés un petit peu ici, on va rentrer dans le détail. D'abord, on va regarder le contenu. Quel type de contenu l'utilisateur est en train de manipuler et sortir. Le deuxième, qui est extrêmement important et qui repose sur des outils d'intelligence artificielle, justement, c'est l'intention. C'est-à-dire, quel est le but de l'utilisateur? On n'est pas un DLP, j'ai envie de dire 1.0 ou 0,8, où on mettait des règles statiques sur tel type de fichier ne doit pas sortir par tel vecteur. Ça ne fonctionne pas. Par contre, avec l'intention, Xavier, tous les jours, il manipule 3 fichiers Excel. Par contre, le jour où il en manipule 50, il les met dans un fichier zip, il renomme le zip, il l'envoie sur son mail perso. Là, on a un vrai problème. Et pour autant, je ne peux pas mettre une règle qui empêche Xavier de manipuler des fichiers Excel. C'est impossible. Et après, on va le détailler dans le slide suivant, sur quel vecteur on va travailler. Donc, on appelle ça les canaux. Évidemment, sur le premier canal, qui est notre, si je puis dire, canal historique, qui est l'email. Donc, ce canal-là, on va le surveiller. Là, ici, on a mis un symbole générique qui est cloud. Donc, j'en parlais tout à l'heure, c'est toutes les applications cloud. La première, je ne l'ai pas nommée, mais c'était mon exemple, c'est Office 365. Et le dernier, qui nous sert à rattraper tous les autres cas d'usage. Typiquement, j'essaye de m'envoyer des documents sur un WhatsApp web ou sur le client WhatsApp que j'ai installé sur mon laptop. Donc ça, c'est l'agent, le endpoint, qui va nous permettre de traiter ce type de cas d'usage. Donc là, j'élargis
aux technologies. Encore une fois, ce n'est pas les règles de DLP qui vont nous aider à filtrer ces données, c'est la détection du changement de comportement qui va nous apporter ces informations et qui va remonter des alertes. Simon va nous parler de l'exemple d'un utilisateur qui s'appelle Bobby, pas Xavier cette fois-ci, et qui a quelques soucis avec ses documents. Merci Xavier. Effectivement, pour illustrer le fonctionnement de la solution, rien de mieux que de se mettre à la place d'un utilisateur. Ici, vous avez Bobby. Bobby, il est employé par la société Forteresse. Ça fait des années qu'il travaille pour la société Forteresse. Il est usé, il est fatigué, il fait beaucoup d'heures. Il est amené très souvent à travailler de chez lui tard le soir. Ce soir-là, avant de partir, Bobby est un peu sous pression, il va vite. Il envoie un dernier mail. Ce mail, il l'envoie à Dan, et avec qui il a l'habitude de travailler. Bobby, en fait, quand il envoie une cotation à un client final, il passe d'abord par Dan, qui est un partenaire dans une société extérieure. Il va vite, il commence à écrire le nom de Dan dans son Outlook. Et je pense que ça vous est déjà tous arrivé. Ça se complète tout seul. Il clique sur le mauvais contact, il clique sur envoyer. Son fichier code.xls contient des informations sensibles. Heureusement, la société Forteresse est équipée de la solution Proofpoint qui analyse les emails que Bobby envoie, qui a appris grâce à un algorithme que Bobby avait l'habitude d'évoquer ce genre de sujet avec un Dan de la société Finserve. Et donc, l'anomalie repérée, un pop-up indique à Bobby qu'il s'agit probablement d'une erreur. Bobby, de cette manière, va éviter l'incident et envoyer au bon Dan. Avant de partir et rentrer chez lui, tout le monde aura identifié que cette maladresse a été réalisée avec la fameuse autocomplétion de Outlook qu'on utilise tous une 50aine de fois par jour. Donc Dan, fatigué ou pas, était victime de cette fonctionnalité qui est un petit peu parfois gênante. Effectivement, c'est un misdelivery email, c'est l'incident sécurité de données le plus fréquent finalement. Avant de partir du travail et de rentrer chez lui pour terminer ses dossiers, Bobby souhaite récupérer le fichier avec les chiffres du Q2 2025. Il le télécharge sur son poste de travail corporate et se dit que ça sera plus confortable de travailler de chez lui sur sa tablette dans son canapé. Il télécharge le fichier et l'upload sur son Drive perso, son Google Drive. Heureusement, la société Forteresse est équipée de la solution Proofpoint qui connaît ce fichier comme étant sensible. Cette activité n'est pas autorisée par les équipes de sécurité Forteresse. Envoyer ce fichier sur un drive perso, c'est une activité qui sera bloquée et qui est bloquée ici dans l'exemple. Là, ça fait 2 fois en plus que vous avez un exemple dans le droit français. Aujourd'hui, il ne suffit pas de prendre un utilisateur la main dans le sac, c'est-à-dire de bloquer la fuite de documents et d'aller poursuivre devant les tribunaux un employé. Pourquoi? Parce que l'employé pourra vous rétorquer « Je ne savais pas que c'était un document confidentiel. Je ne savais pas que c'était un répertoire confidentiel. » Donc tous nos produits, depuis le début, c'est ça qu'on intègre, c'est-à-dire la notification d'utilisateur. Là, je lui dis que tu ne peux pas copier ce type de fichier. Et ça, je lui rappelle les règles d'utilisation des documents dans l'entreprise. Tout à l'heure, c'est pareil. Je n'ai pas systématiquement bloqué l'envoi de l'email. Par contre, je lui ai dit, si c'est bien à celui-là que tu veux l'envoyer, appuie sur le bouton. Donc là, il a déjà conscience de ce qu'il fait. Et en plus, on l'a notifié que c'est une fuite de données. S'il veut le faire volontairement ou pas, après ça le regarde. Mais en tout cas, il a été notifié. Et ça, depuis 7 ans, il y a une jurisprudence qui dit qu'il faut maintenant cette partie notification à l'utilisateur. Sinon, vous n'avez aucune chance de pouvoir poursuivre l'employé qui a essayé de faire sortir vos données. Bobby rentre chez lui, se connecte sur son SharePoint professionnel, travaille sur son fichier en ligne, le fameux fichier avec les chiffres de Q2, et il a passé toute la journée sur un écran, se dit que ça sera plus confortable d'imprimer le fichier et de travailler sur du papier. Il a envie donc de sortir sur son imprimante le document, sauf que, encore une fois, ce document étant sensible, cette activité de print est détectée et bloquée par la solution. Passons du côté
De l'autre côté de la table, passons du côté des équipes de réponse à incident, des équipes du SOC. Eux ont la visibilité sur l'ensemble des activités qui ont été auditées et détectées par la solution. Ces activités ont généré des alertes qui sont centralisées dans ce portail, peu importe le vecteur qui a été utilisé. L'ensemble des activités de Bobby qu'on a vues juste avant ont été tracées et ont généré une alerte. L'action effectuée par Proofpoint est indiquée dans le portail. Ici, en l'occurrence, il a été bloqué. Et si l'analyste souhaite mener des investigations supplémentaires pour comprendre quelle était l'intention de cet utilisateur et prendre en conséquence la bonne mesure adaptée, peut-être que c'est simplement un utilisateur négligent, il a besoin d'être formé un petit peu plus. Très bien. Donc le but, c'est d'identifier ça et d'appliquer après la bonne action. Xavier évoquait l'utilisateur comme le pivot, le risque numéro 1 dans l'organisation. Il est important de donner la visibilité, la cartographie de ces risques utilisateurs. On le fait au travers ce portail Human Risk où on utilise une classification sur 3 vecteurs, le niveau d'attaque auquel est confronté l'utilisateur, l'impact que peut avoir une compromission de son compte, son niveau de responsabilité au sein de l'organisation est également une métrique utilisée, et son niveau de vulnérabilité. Son niveau de vulnérabilité, on l'obtient en analysant ses comportements de tous les jours. Et typiquement, les activités réalisées par Bobby ont augmenté son score de vulnérabilité. Un exemple d'utilisateur qu'on appelle vulnérable, c'est le fameux serial clicker. Donc c'est celui à qui, à chaque fois que j'envoie un lien, que ce soit un vrai lien ou une campagne de phishing, il va cliquer dessus en moins de 10 secondes. Donc ça, vous allez pouvoir le voir dans les graphes. Effectivement. Donc comme vous pouvez le voir, Bobby est dans les utilisateurs les plus à risque de l'organisation. Lorsqu'on ouvre la fiche de Bobby, on va retrouver les activités qu'il a effectuées, qu'on a évoquées. Mais Bobby fait déjà partie des utilisateurs sensibles parce qu'il manipule de la donnée à risque. Ça fait partie de son travail. Vous voyez, là, l'analyste peut décider de lui-même d'activer un profil d'audit plus important pour Bobby. Il peut décider, lui, de mettre en place une contre-mesure anticipée que peut-être que les activités de Bobby méritent une attention particulière parce qu'on a peut-être face à nous un insider. Mais le faire manuellement, c'est bien. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est que la solution automatiquement déclenche ce profil d'audit avancé. Donc c'est ce qu'on disait pour reprendre mon exemple de tout à l'heure. Au lieu d'attendre que j'ai téléchargé 50 fichiers Excel, que je les ai mis dans un zip, j'ai renommé le zip, etc. Dès le moment où j'ai commencé à télécharger ces 50 fichiers Excel, la solution va se dire, il y a déjà un comportement anormal, je vais élever le niveau d'alerte au niveau de Xavier et de voir ce qu'il va faire comme autre activité. Typiquement, ce que je peux commencer à faire, c'est avoir un audit, un enregistrement de ces activités qui est beaucoup plus fin, qui peut descendre jusqu'à l'enregistrement avec des screenshots sur le poste de travail. Effectivement. Imaginons maintenant que Bobby aille plus loin. Il a fait ce qu'on a vu juste avant, mais maintenant, il va sur le SharePoint et télécharge un fichier customer.xlsx contenant l'ensemble des coordonnées de tous les clients. Cette activité est détectée, est ajoutée dans le profil de Bobby, son score de risque augmente et automatiquement la policy appliquée sur Bobby est également augmentée. On va auditer ces activités de manière plus précise. Bobby installe WhatsApp sur son poste de travail. C'est repéré grâce à cette nouvelle policy. On le passe en mode screenshot. Les screenshots permettent de comprendre que Bobby est en train d'exfiltrer les données de la société et les analystes comprendront plus tard que Bobby avait l'intention de démissionner. Grâce à l'ensemble de ces éléments, les équipes ont pu éviter l'incident et fournir les bonnes traces de l'événement en interne. Je précise une petite précision importante. L'accès à ces screenshots, comme aux détails sur le nom des personnes, est anonymisé. Pour le nom des personnes, c'est anonymisé. Seuls certains administrateurs ont le droit d'accéder à ces informations. C'est pareil pour les screenshots, c'est une information très sensible. Ouais, le premier niveau des analystes n'a typiquement pas
à faire avec la donnée en elle-même. Il la transmettra aux services légaux, finances, ressources humaines. Mais lui, par contre, va être capable de juger de la véracité de l'attaque. Donc ça, c'est un use case qui est très intéressant, que vous retrouvez dans beaucoup d'entreprises. On voulait vous parler, pour terminer, d'un use case qui est très à la mode. C'est justement l'utilisation de ces données dans les moteurs type chatbot, donc de GenAI. C'est-à-dire quand je pose des questions, de plus en plus dans l'entreprise, c'est pratique pour faire des résumés, des comptes rendus de réunions, pour traduire des documents, et puis potentiellement, quand je suis développeur, regarder un petit peu dans mon code ce qui se passe. Donc c'est le cas d'usage qu'on va regarder avec Simon rapidement pour finir. Effectivement, prenons un utilisateur ici qui discute avec l'intelligence de Google, le GenAI de Google Gemini. Il lui demande de drafter un email parce qu'il doit, cet utilisateur, faire une communication auprès de ses clients sur un nouveau produit qui va sortir. Il est en train de préparer le template de ce mail. Pas de problème, il n'y a pas d'informations sensibles, c'est simplement une demande de template. Par contre, quand l'utilisateur va commencer à rentrer des informations personnelles sur un client, ici typiquement, il y met l'adresse mail du client qui va partir sur Gemini, donc complètement des données partagées à travers la planète entière. Là, l'outil, la solution Proofpoint va détecter ce risque et proposer à Bobby d'anonymiser l'adresse mail du client, parce que c'est une donnée personnelle. Dès que Bobby va aller plus loin et commencer à demander, parler de sujets financiers, parler de forecast financier, aller en détail sur son produit, à nouveau, c'est un pop-up, mais cette fois, blocage de l'action. Et pour terminer, ChatGPT, un développeur, comme tu l'évoquais, Xavier, a une bonne intention, un utilisateur négligent, mais avec une bonne intention à l'origine, veut faire auditer son code source auprès de ChatGPT pour vérifier s'il contient une vulnérabilité. Un copier-coller dans ChatGPT. Heureusement, l'outil va détecter la copie de ce code source et interdire l'utilisateur de réaliser ça. Passons pour terminer côté SOC. Eux ont accès, comme on l'a dit, à la plateforme qui centralise tous les événements. Les équipes peuvent retrouver tous les logs, toutes les activités, les GenAI prompts ici qui ont été bloqués et peuvent sur chacun de ces événements investiguer et retrouver quels sont les utilisateurs concernés pour les analystes qui en ont le droit. Sinon, c'est anonymisé, comme on le disait. Et quels sont les indicateurs, les éléments dans la donnée sensible qui ont matché avec un détecteur Proofpoint. Ces éléments étant également sensibles, ils sont donnés aussi à discrétion à certains administrateurs. C'est en fonction de la configuration déployée. En conclusion, avant de vous proposer un petit goûter, je vous dirai un petit peu ce qu'on vous propose pour le goûter ensuite. Là, ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment des use cases de démonstration. Ce qu'on peut faire pour vous, c'est venir à votre rencontre chez vous pour vous présenter le produit, comment il fonctionne et rentrer un petit peu plus dans les détails. Après, il y a un process qu'on a mis en place qui fonctionne très bien. On est sur du DLP, donc faire une maquette chez vous, un proof of concept, comme on dit, avec vos données. En production, c'est un petit peu sensible. Donc ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on appelle un test drive, on a des données sensibles dans un environnement qui imite une production. Vous pouvez aussi y mettre un peu de vos données si vous le souhaitez, mais on a préparé déjà des use cases que j'ai évoqués tout à l'heure, des déplacements de fichiers Excel, impression, etc., que vous pouvez tester en live, donc en vrai, avec des blocages, des notifications, sans utiliser vos données perso. De ce que l'on peut faire derrière, c'est ensuite faire une vraie maquette avec vos données. On peut continuer maintenant à vous proposer ce type de démonstration sur notre stand D27 ou faire un petit goûter à base de Morito. Donc on a un stand sur notre stand, un barista qui va vous préparer des Morito, virgin ou pas virgin, sur notre stand D27. Mais on fait une petite démo d'abord sur le stand avant qu'on boive un Morito. On vous remercie pour votre attention et peut-être à tout à l'heure sur notre stand. Merci.